Bon, je tiens à remercier aussi l'ensemble des personnels de Stellamar qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui m'ont supporté et qui continueront malheureusement pour eux à me supporter encore quelques temps. Non pas seulement que sur la présentation, sur la forme, mais sur le fond. Vous avez bien compris que pour pouvoir vous présenter des travaux, il y a des années de travaux. Donc un grand merci à eux et pour leur implication parce que c'est un travail de tous les jours. C'est un travail psychologiquement difficile puisqu'on travaille sur du vivant. Et la grosse difficulté, c'est lorsqu'on ne comprend pas pourquoi nos expérimentations ne fonctionnent pas et qu'il faut repartir sur de nouvelles expérimentations. In silico, si j'ose dire, c'est-à-dire que quand on lance des expérimentations sur des ordinateurs, et je suis bien placé pour le savoir en tant qu'informaticien, on peut relancer une expérimentation, changer un paramètre, on maîtrise l'intégralité des éléments qui rentrent dans nos recherches. Là, dans le domaine du vivant, c'est d'un niveau de difficulté qui est vraiment colossal. Et pourtant, il y a un enjeu qui est tout aussi colossal. Donc, je vais tenter de vous dire un peu comment est-ce que nous percevons la bioéconomie bleue. En gros, quelle est bioéconomie bleue pour l'avenir de l'Europe, sachant que dit comme ça, rien ne garantit qu'elle soit durable, puisqu'on pourrait continuer à exploiter des ressources biologiques de la mer et ce n'est pas dit qu'elle soit durable. En tout cas, la bioéconomie, elle repose par définition sur l'utilisation du vivant. Et là, on a un premier paradigme qui apparaît. Elle se base sur cette capacité de mobilisation et de production de la biomasse pour une valorisation que l'on espère optimale. Cette capacité de reproduction du vivant et de production, elle ne peut exister que si le vivant conserve un niveau de qualité pas raisonnable, mais il faut être le plus exigeant possible, une capacité de production qui soit vraiment proche de l'état naturel et en tout cas dont on puisse tirer les subsides sans pour autant le déstructurer. Je n'ai pas pu m'empêcher de rendre hommage à Michel Serres qui disait « polluer, c'est d'abord s'approprier. Pour ne plus polluer, il faut apprendre à ne plus s'approprier les choses. » Et lorsqu'on met en perspective le type d'économie qui est quand même l'élément prégnant qui pèse sur nos sociétés, on s'aperçoit, et je partage tout à fait son point de vue, à quel point le capitalisme qui a été mis en place induit une transformation de l'écologie qui est particulièrement préoccupante. En gros, voilà, la question de départ, est-ce qu'on est capable de bâtir une bioéconomie bleue durable pour l'Union européenne ? Je m'efforcerai très rapidement, puisque mon exposé se doit d'être synthétique, de vous présenter la situation. Dans un premier temps, on va partir de la biosphère globale et ensuite, on va arriver par des focus successifs jusqu'à la dimension marine et de la dimension marine même, on fera un focus spécifique sur la Méditerranée, puisque vous êtes ici en Méditerranée. Mais malheureusement, on obéit à une dynamique qu'on pourrait retrouver même dans d'autres mers de l'Union européenne. On va aller, parce qu'on est dans une logique constructive sur le bilan des préconisations. Et enfin, on va essayer de vous présenter du mieux possible notre stratégie. La situation, en fait, on va commencer par des données macro qui sont avérées, que tout le monde connaît. C'est quel est l'état de l'overshoot day, du jour du dépassement, c'est-à-dire à partir duquel nos pays ont épuisé leurs ressources. Et quand on fait le bilan de la situation, il est assez éloquent. On s'aperçoit qu'en fait, il faut un certain nombre de planètes pour pouvoir assumer notre mode de vie. Donc, Michel de l'Hospital disait, c'est sans doute pas pour ça qu'il trône devant le palais Bourbon, mais entre autres que les lois de l'homme, 1560 à peu près, hein, les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de la nature. Ça paraissait enfoncer des portes ouvertes, mais néanmoins encore aujourd'hui, collectivement, le cortex est épais, encore aujourd'hui on a du mal à appréhender les choses. Les sociétés modernes qui se sont structurées autour de la croissance économique, en fait, n'intègrent pas cette conscience du monde fini. Et dans un espace insulaire, on a plus vite conscience peut-être que les autres qu'on vit dans un espace fini. Et ça, c'est un élément qui est déterminant dans la démonstration que je veux faire. En fait, elle contient de façon intrinsèque les causes de son effondrement. On vit à crédit, globalement, à l'échelle de l'humanité, à partir du 1er août. L'Europe, elle, à partir du 10 mai. Et c'est un élément dont il faut tenir compte. On est dans un système qui est déséquilibré, qui est non soutenable, ça je pense qu'on en est tous conscients.
Mais comme moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie ni du capitalisme, j'ai essayé de prendre les propos de quelqu'un qui est plus fondé que moi. C'est Greg Calhoun, qui est le directeur de la London School of Economics, et qui dit très clairement que les ressources sont limitées alors que le capitalisme repose sur le principe de l'expansion perpétuelle. Et vous verrez bien à quel point moi je m'attache à ne pas parler fondamentalement de croissance, mais plutôt de richesse. Et on a peut-être un nouveau modèle qui est en cours de définition, ou en tout cas, il nous faut absolument innover pour inventer quelque chose qui soit soutenable, notamment pour nos enfants, pour les générations futures. J'utilise ce qui est sans doute le document de référence à l'échelle de l'humanité. Je doute qu'on ait pu avoir un rapport de ce type qui est paru le 6 mai 2019, que vous connaissez sans doute. C'est le rapport de l'IBES qui a été présenté aux Nations Unies le 6 mai dernier. Ce rapport est une publication de référence. Elle est sur un temps long. Je vais vous présenter rapidement quelques détails sur ce sujet. Et elle préfigure la COP15 de la biodiversité l'année prochaine. En fait, l'IBES, c'est une plateforme intergouvernementale, 132 États membres, qui constitue en fait le plus gros groupe scientifique en interaction avec le politique. Et c'est une vision qui me plaît beaucoup, puisque moi, ce que je souhaite, c'est que l'homme soit dans son écosystème, et le politique qui organise la société doit être en interaction avec la pensée, avec la science. Et cet exercice d'aujourd'hui, quelque part, il correspond totalement à ce que l'IBES s'est confronté. Elle a pour objectif de renforcer cette interface pour l'étude de la biodiversité et des services écosystémiques, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, parce que pour ce qui est de l'utilisation de la biodiversité, l'homme a été particulièrement efficace. Une utilisation durable, on verra qu'on en est loin. Le bien-être humain à long terme, le développement durable, c'est plus de 400 scientifiques et experts qui se sont réunis de plus de 50 nationalités, qui ont travaillé sur 15 000 références scientifiques, qui ont mobilisé leurs efforts pendant plus de 3 ans, avec un processus de sélection, de validation, de remise en cause. Et à l'issue de ces 3 mois et des analyses qui ont porté sur plus des 50 dernières années, on arrive à une vision globale de ce qu'est la biodiversité à l'échelle de la planète. Pour la première fois dans ce type d'analyse, on a mobilisé aussi le savoir des peuples indigènes et autochtones. Et là, je pense qu'on tient le début, fondamentalement, le début d'une autre approche. Pourquoi ? Parce que dans le rapport, vous verrez, si vous le lisez, que ces peuples sont considérés comme les gardiens de la nature. C'est-à-dire que partout où des peuples autochtones entretiennent leurs relations avec leur territoire, pas leur espace, leur territoire, j'insiste là-dessus, avec toute la dimension culturelle et les savoir-faire qui existent, on est dans un schéma qui est très durable. Donc c'est des savoirs qui se sont sédimentés sur un temps long et qui définissent un savoir habité qui est totalement différent de la relation urbaine que l'on peut avoir pour la grande majorité des populations qui habitent aujourd'hui, notamment dans les sociétés occidentales. Donc très rapidement, la nature qui contribue de manière essentielle à notre existence, bien au-delà de la bioéconomie bleue, mais on va y arriver, est en déclin. Sur des cohortes de plus de 4000 espèces, on voit des diminutions à hauteur de 60%, sur des populations qui sont observées tout autour de la planète. On a une biodiversité qui disparaît, et ça c'est un élément important, c'est-à-dire que cette disparition, elle n'est pas lente, elle s'accélère. Donc on a des courbes qui sont assez préoccupantes, qui vont à des centaines de fois supérieures de la moyenne des 10 derniers millions d'années. On parle aujourd'hui très clairement de 6e extinction de masse. Anthropique, celle-là. Elle est due à l'activité humaine. Voilà ce qu'on retrouve ici sur l'ensemble du vivant. Quand vous voyez qu'au niveau des mammifères, 60% à peu près de la biomasse des mammifères, c'est le bétail à destination humaine. 36% c'est l'homme. Il reste 4% seulement pour les mammifères sauvages. Donc on est dans un champ où, globalement, ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a une sonnette d'alarme, que les scientifiques alertent, etc. Mais il y a vraiment une prise de conscience collective pour inventer une autre spirale virtueuse, celle-là. Aujourd'hui, les espèces sont évaluées essentiellement par l'UICN, et on y reviendra tout à l'heure. Certaines espèces auront disparu bien avant qu'on les découvre. Les causes du déclin, c'est le type de développement que l'on a choisi.
moi j'ai essayé de les illustrer juste en une seule courbe, mais avec quelques éléments tout à l'heure. Ce n'est pas le but de mon propos. L'IBES, ça fait ça bien mieux que moi dans ce document de référence. Mais lorsqu'on regarde un peu les choses, on voit très bien que on a une population, ici on voit sans doute la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 60, Jacques Dutronc chantait 700 millions de Chinois, et moi, et sauf que dans les années 2010, on a franchi un seuil et la population elle a fait un bond du double en quelques décennies, à peine en un battement de cils à l'échelle de l'échelle de temps de la planète. Et bien entendu, on voit ici la courbe de l'extinction et vous voyez que les droites se dressent de plus en plus, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui accélère. L'humanité est en cause, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà ce qu'on retrouve aujourd'hui quand on fait le bilan des hotspots de biodiversité. On a des zones qui sont sur la planète particulièrement productrices de biodiversité. On a une mer Méditerranée cette aire méditerranéenne s'étend à la Macaronésie, puisqu'elle englobe les Canaries, etc. La mer Méditerranée représente moins d'1% de la surface des océans. Pourtant, elle abrite des espèces connues à hauteur de plus de 7% de la biodiversité, dont un certain nombre qui sont des espèces endémiques. Si on fait le bilan, l'activité humaine, elle a affecté de façon vraiment significative 3/4 de l'environnement terrestre et 2/3 de l'environnement marin. Bien entendu, c'est une représentation schématique. Tous les pays ont des proportions qui peuvent être variables, mais au global, l'homme a impacté cette fois-ci l'intégralité de la biosphère, de par son activité. Si on continue à regarder au niveau des écosystèmes marins, ce que l'on voit, c'est deux sources fondamentales, la surexploitation directe, mais aussi le changement d'utilisation des sols, parce que la terre et le terrestre est souvent bien en cause de pollution et de dégradation que l'on retrouve ensuite en mer. Donc voilà les 4 fondamentaux qui sont soulignés par l'IBES comme étant à l'origine de cette dégradation qui est sans doute exacerbée par la modification climatique. Si on les regarde un peu plus en détail et de façon là aussi assez rapide, on s'aperçoit que dans les années 75, pour ce qui est des stocks de poissons, on était à un prélèvement qui était aux alentours de 56 millions de tonnes. À chaque fois sur ce graphe, c'est des pourcentages, donc bien entendu, c'est le tonnage aussi qui nous intéresse. En 2015, on était à 86 millions de tonnes. Vous voyez des stocks sous-exploités qui étaient importants, surexploités très faibles qui représentaient 5,7 millions de tonnes. Lorsqu'on regarde ici à l'échelle de tous les océans, on a un transfert qui s'est fait de la partie sous-exploitée à la partie surexploitée et on dépasse les 28 millions de tonnes. Si on fait le bilan en Méditerranée, on est supérieur à 60%, c'est-à-dire que ce graphe-là devrait arriver à peu près ici. On a aussi une partie qui est difficile à évaluer, mais qui est à peu près, qui a été analysée en 2011 de pêche illicite, qui échappe même aux pêcheurs, etc., et qui représente des volumes qui sont assez substantiels. Ça, c'est un slide qui me plaît énormément. C'est la comparaison qu'il peut y avoir entre la pêche industrielle et la pêche artisanale. Regardez un peu les chiffres. En termes de subventions, c'est à l'époque où s'est faite cette publication, à chaque fois vous avez les sources qui attestent ces données. 27 milliards de dollars de subventions pour la pêche industrielle, 5 à 7 milliards de dollars. Ça fait vivre 500 000 personnes contre 12 millions de personnes. La quantité de prélèvements liés à la consommation humaine est équivalente. Et par contre, toutes les prises annexes, en tout cas une grande partie des prises annexes, 35 millions de tonnes, sont destinées à de la farine et à des huiles. De ce côté-là, on est quasiment nul. Regardez un peu la consommation de carburant. On n'a pas eu le temps de faire le transfert en carbone, mais c'est colossal. Surtout lorsque c'est ramené à la tonne de carburant en termes d'efficacité, on prélève à carburant équivalent beaucoup, beaucoup plus de prises. Et surtout, le poisson rejeté en mer, ici, est quasi nul dans la pêche artisanale, moins de 15 mètres, des embarcations de moins de 15 mètres. Et ici, elle représente entre 8 et 20 millions de tonnes. Là, il y a un vrai sujet. Dans cette zone-là, il y a un vrai sujet. On a des exemples de modèles qui sont vertueux, qui fonctionnent et qui sont pertinents, y compris en prise et en volume. Donc, aujourd'hui, il y a la possibilité de prendre des décisions et d'orienter les crédits vers des types de pêche qui sont beaucoup plus viables et sans doute
en collaboration étroite avec le monde scientifique, avec le monde du savoir, sur la base de décisions politiques, je pense qu'on peut avoir des résultats rapides et probants. Un mot sur les populations qui atteignent des niveaux assez impressionnants. J'ai souhaité faire un petit focus sur la Méditerranée. On s'aperçoit qu'en Méditerranée, on a quand même des pourcentages de microplastiques qui sont très importants, macro aussi, en millions de tonnes, et l'Union européenne dans tout ça. C'est le 3e producteur mondial de plastique. Pour la première fois cette année, l'Union européenne a une production de plastique qui est moindre que celle de l'année dernière. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'on perçoit un ralentissement de la production plastique. Malheureusement, les États-Unis, avec l'exploitation du gaz de schiste, ont des volumes à utiliser qui sont beaucoup plus importants. Ils encouragent la diffusion de plastique au niveau international pour essayer de faire en sorte d'optimiser le déploiement et l'utilisation de leur filière de plasturgie. Les polluants qu'on retrouve en mer, bien souvent, ils sont d'origine terrestre pour des proportions qui sont importantes. On a, malgré certaines améliorations, l'arrivée de contaminations aux métaux lourds qui sont à regarder de très près. Si on regarde un peu maintenant l'artificialisation des sols, ici sur une partie de la Méditerranée occidentale, on voit très bien à quel point, et la Corse n'y échappe pas malheureusement, à une artificialisation des sols, notamment sur la partie côtière, qui s'accélère lorsque vous voyez la zone rouge. Inutile de vous dire qu'en termes de biodiversité, on est souvent à des points de non-retour, c'est-à-dire qu'il sera très difficile de faire marche arrière. Ici, on a encore un sujet. Lorsqu'on est là, on a vraiment de belles perspectives. Il faut absolument les investir. L'artificialisation au niveau de la France, c'est 21 mètres carrés par seconde. Depuis que je vous ai présenté ce slide, c'est l'équivalent de la pièce ici qui a été artificialisée. Et à la fin de ma présentation, c'est 5 fois le campus que nous avons visité qui aura été artificialisé. Donc on est sur, là aussi, des processus qui vont à des vitesses qui sont phénoménales, qui sont même difficiles à intégrer et à matérialiser. Quelques chiffres en Méditerranée, juste 2. 100 millions d'habitants sur la population côtière de Méditerranée. Je ne parle pas de toutes les populations des pays méditerranéens. Je ne parle que de la population installée sur la côte. 160 millions d'habitants, 300 millions de touristes, 30% du tourisme mondial, bien souvent sur 2 mois. Je vous laisse imaginer l'impact sanitaire que cela peut avoir. Une projection à 2030. Lorsque vous les regardez, les projections en Méditerranée ont toutes été inférieures à la réalité des chiffres. 170 millions d'habitants sur la population côtière, 500 millions de touristes par an. Ce sera totalement insoutenable. Si on regarde maintenant le trafic, je vous encourage à regarder sur Marine Traffic. C'est en temps réel l'état du trafic mondial. Quand vous regardez la Méditerranée, 70% du transport des marchandises passe dans les eaux méditerranéennes. Et si on regarde d'un peu plus près la Méditerranée, on voit à quel point il y a un foisonnement au niveau du transport, 30% du trafic pétrolier et des centaines de milliers de tonnes de rejets d'hydrocarbures. En bilan, on a des zones à forte biodiversité, c'est vrai pas que pour la Méditerranée, qui sont le résultat d'équilibres naturels qui se sont faits sur un temps long. On a une activité qui ne fait qu'accroître de façon croissante les agressions engendrées par nos sociétés. On a des compartiments écosystémiques et biologiques qui sont de plus en plus affectés. Et il y a des services que nous rend la nature qui sont indirects, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une espèce de poisson qui va disparaître, ce n'est pas une population qui va diminuer, c'est un service tout entier qui va disparaître et de façon assez sournoise, de façon assez discrète, dans le silence absolu. Les schémas de fonctionnement de nos sociétés ne sont plus compatibles avec les objectifs ni de conservation, ni d'utilisation durable. Aujourd'hui, lorsque on a eu au Japon, en octobre 2010, la réunion d'Aichi, on s'aperçoit que les projections qui avaient été faites sur les objectifs sociaux et environnementaux ne seront absolument pas atteints. Et ça vous fait penser, bien entendu, à la COP21, à l'attitude de certains pays. Et on espère, bien entendu, que la COP15 en biodiversité, qui va se dérouler l'année prochaine, sera sans doute, on l'espère, un événement marquant, mais ça ne dépend que du politique. Un petit focus maintenant, un dernier focus, sur l'état des espèces marines à l'échelle de la planète. Donc
on a une estimation qui est environ de 2 millions, c'est une estimation de 2 millions d'espèces. En fait, les espèces qui sont connues dans le milieu marin sont au nombre d'environ 230 000. 230 000 espèces connues, tout le reste, ce sont des espèces, y compris qui sont là devant le bord de mer que vous avez vu et qui sont du phytoplancton qu'on n'a pas encore découvert, qui sont dans cet espace-là, qui disparaîtront certaines avant même qu'on les découvre. Si on regarde de plus près, la Méditerranée, c'est seulement 16 848 espèces recensées en Méditerranée. C'est pour vous montrer l'étendue des connaissances aujourd'hui de l'humanité à travers, à l'égard de la biodiversité marine et terrestre. On est à peu près dans ces proportions-là. Donc voilà repris l'image. Je vais juste vous montrer ce qu'on est capable d'évaluer. L'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est notre organisme international de référence. C'est lui qui nous dit quelles sont les espèces et quel est le statut de ces espèces. En fait, ils n'ont eu de possibilité, parce que c'est un processus qui est lent, d'analyser seulement 745 espèces pour évaluer leur statut. Lorsqu'on regarde de plus près ce tout petit carré de Méditerranée, on est vraiment là dans la Méditerranée, ces 700 espèces, en fait, elles sont au nombre de 9% menacées d'extinction. C'est juste sur le petit confetti de connaissances que l'on a, la petite parcelle de connaissances. On s'aperçoit qu'il y a plus de 1000 espèces qui sont endémiques à la Méditerranée et qui ne sont sans doute pas évaluées, à l'intérieur desquelles, maintenant, depuis ce matin, vous en connaissez une nouvelle, Ferruginea, que vous avez vue tout à l'heure. Vous avez vu Maya Squinado, la grint, sur laquelle on travaille et qui est frappée elle aussi de réglementation. Et on se retrouve aujourd'hui face à ce niveau-là de connaissances, dans un milieu où l'homme, ce n'est pas son milieu naturel. Au-delà de 40 mètres, les plongées deviennent très difficiles et notre capacité d'observation et donc d'action, elle est d'autant plus faible. Essayons de voir un peu quelles sont les préconisations, toujours fondées sur les orientations données par l'IBES, mais pas seulement. L'objectif, c'est d'atteindre un changement transformateur, majeur et transformateur, ce qui sous-entend qu'il devra être à la fois ample, mais sur un temps court, avec vraiment une force de conviction très importante. L'objectif, conserver, restaurer, utiliser durablement la nature, très bien. Les champs d'action prioritaires à mettre en œuvre pour ce changement, c'est bien entendu la conservation, la restauration écologique. Et ce n'était pas par opportunisme, mais en 2011, on avait choisi ce champ-là à travers l'ingénierie écologique marine et littorale. La reconstitution des stocks, là aussi on était dans un champ qui était constitutif de notre établissement. La gestion des activités impactantes et illicites, on est un peu moins dans notre champ, c'est plus le champ du gestionnaire, mais néanmoins il y a des résurgences, notamment à travers les collaborations que l'on peut avoir avec les pêcheurs et la réduction et la maîtrise des pollutions aussi avec les aquaculteurs, mais aussi dans des zones qui ont été anthropisées, et on le verra demain après-midi par contre, comment est-ce qu'on peut intervenir sur des zones où l'homme est intervenu de façon désastreuse. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de faire partie de la solution. Vous savez ce qu'Einstein disait, chaque problème a une solution, sinon vous faites partie du problème. Donc on va voir comment nous, on a essayé de se doter de moyens. Avec le CNRS et l'Université de Corse, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait transformer la recherche en richesse. À travers la création de plateformes technologiques dans le domaine des énergies renouvelables, à Ajaccio, et dans le domaine des ressources halieutiques, des ressources de la mer exploitées par l'homme, ici. En gros, on part d'une problématique sociétale, on essaye d'envisager et d'élaborer des solutions et on la confronte à la réalité pour voir si on arrive à obtenir des résultats probants. Là, vous allez voir l'initiative que nous avons prise collectivement avec des financements très très majoritaires issus de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, aujourd'hui, vous êtes une matérialisation humaine, mais c'est des choses très concrètes. C'est-à-dire la pièce dans laquelle on est, qui est en train d'être construite, on est à peu près à ce niveau-là, nous. Eh bien, elle est due à la capacité d'investissement de l'Union européenne, de la collectivité territoriale de Corse et pour une toute petite mesure de l'État qui est intervenu aussi dans cette opération. Lorsqu'on regarde avant-après, on voit un milieu anthropisé, un restaurant de plage, 400 mètres carrés, 100 mètres de cuisine. Et ici, on revoit ce que l'Université de Corse a choisi de faire sur son site, qui est une propriété pleine et entière. Juste au petit passage, une petite remarque. Vous voyez ce petit chemin qui est là ?
c'est un accès qui a été prélevé sur le foncier de l'Université de Corse et qui est sans doute un des seuls accès publics à la plage du cordon lagunaire de la Marane. C'est aussi une vision, notre vision d'un bien commun, c'est-à-dire que cette plage, on reprend la citation de Michel Serrin, il faut arrêter de s'approprier. Il y a aussi des biens communs, il y a aussi des choses qu'on gère collectivement. Et nous, on considère que d'accéder à la plage à partir d'un établissement public dont nous sommes, c'est aussi une vision du monde qui nous caractérise et qui nous définit. Donc je vous le disais, en 2011, une petite base avancée, 200 mètres carrés à peu près, un pôle technologique à partir de 2015. On mobilise 3 éléments fondamentaux, la recherche scientifique, le transfert technologique et la sensibilisation. Ici, on est de l'ordre de quelques années, c'est la recherche, c'est plutôt sur un temps moyennement long. Le transfert technologique, là, on est sur un temps très court. Et ici, la sensibilisation, on est de l'ordre de la génération, puisqu'on a des partenariats avec les écoles et on fait en sorte qu'ils participent à notre projet. Sur le plan logistique, on mobilise des moyens. Les partenariats, j'y reviens plus, avec les professionnels et les associations et les services que l'on peut éventuellement procurer. En fait, notre problématique, c'était comment concevoir, réaliser et mettre en œuvre des projets qui associent la nature pour le bénéfice à la fois de la biodiversité et de l'humanité. C'est une vision qui est, de mon point de vue, particulièrement claire. J'aurais pu vous parler de rémanence environnementale, etc., ou de résilience. Et pourtant, je pense qu'on est vraiment dans le dur à partir de cette problématique-là. On a essayé de la résoudre comment? On a mobilisé des compétences en écologie marine, en modélisation des systèmes complexes. On a développé de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. On a innové, on a conçu de nouveaux protocoles. Vous en avez vu quelques résultats tout à l'heure sur des juvéniles. On a développé des procédés et on a commencé à transférer, à travers des constructions et des mises en œuvre dans le milieu, nos travaux de recherche. Construction et mise en œuvre dans le milieu, pour ceux qui connaissent la mer, je peux vous garantir que quand vous mettez un micro-habitat, vous vous imaginez même pas quelles sont les contraintes physiques qui pèsent en milieu naturel. Je vous garantis qu'ici, en génie écologique, il y a vraiment un vrai savoir-faire à développer. À partir du suivi et des valorisations qu'on a pu faire, eh bien, tout ce cycle-là se met en œuvre. Si on est satisfait du résultat, très bien. Sinon, on repart ou on repart ici pour modifier. Tout ce dispositif-là repose sur un champ, c'est celui de l'ingénierie écologique marine et littorale. Ce champ-là, c'est celui qu'on a décidé d'investir de façon déterminée, en faisant des choix sur un certain nombre d'espèces qui ont été sélectionnées avec les professionnels, et tout ça, c'est notre méthode. Maintenant, je vais vous montrer des résultats probants, de façon schématique, juste sur 4 espèces. Quand on intervient sur l'oursin, au tout début, on commence par développer des connaissances. On essaye de maîtriser sa reproduction. Lorsqu'on y arrive, on a une première étape ici qui a duré 1 an et demi, 2 ans pour commencer à maîtriser un peu les choses. Déjà là, en soi, on a déjà une production de richesse. Cette production de richesse, elle est destinée soit à des zones où il y a une dégradation qui est faible, et à ce moment-là, on parle de restocking, soit, si la dégradation est plus importante, de restauration écologique, puisque là, on va essayer d'accompagner la recolonisation d'un milieu où il était présent. Et cela n'est possible que si le milieu est sain, de bonne qualité. Si on continue un peu plus loin, on s'aperçoit que cette gestion-là d'activité avec les pêcheurs, ça aussi c'est de la richesse, bien entendu, et on y tient beaucoup, c'est-à-dire que l'homme doit être dans le milieu et le pêcheur, surtout le pêcheur artisanal, j'insiste, c'est un discours un peu militant, mais moi j'en suis convaincu, a une place importante. Ici, pour vous donner des chiffres, c'est 500 000 € de chiffre d'affaires en Corse pour 20 pêcheurs oursiniers, pour essayer de fixer un peu les choses. Il y a aussi un autre type de pêche, qui est la pêche des citoyens. Il y a aussi une attitude culturelle de ces oursinades. Cette pêche se fait en plein hiver, et pour les pêcheurs, ça a une valeur, j'ai oublié de le dire, 3 mois d'hiver, c'est des rentrées d'argent qui ont vraiment une valeur spécifique. Et enfin, on est en train de développer une réflexion autour d'une aquaculture extensive, sans limite dans le milieu, avec un aquaculteur de balagne pour essayer de faire ce qu'on appelle du sea ranching et une exploitation qui, elle aussi, pourrait produire de la richesse. Autre domaine dans lequel on utilise cette fois la fonction écosystémique du brouteur qu'est l'oursin, en partenariat avec les aquaculteurs pour essayer d'atténuer, puisque c'est un brouteur, on veut voir quelle est sa capacité à atténuer l'exploitation que peut avoir l'homme du milieu à travers l'aquaculture. Et les résultats sont assez intéressants. Pour le homard, on a le même schéma. On a de la production, mais avec quand même une variante assez fondamentale. Ici, on a, je vous l'ai dit, commencé à créer
des récifs artificiels, là, devant Bastia, en partenariat avec les pêcheurs, et la zone a été déterminée avec eux, et en partenariat avec l'administrateur maritime. Cette zone, elle va permettre, on l'espère, aux pêcheurs de continuer à pêcher un grand crustacé qui a une valeur économique équivalente à celui de la langouste pour créer de la richesse. Mais en même temps, on laisse reposer le stock de langoustes, ou en tout cas, pour partie, on peut le laisser reposer. Et là, on contribue à la fois du restocking naturel et à la gestion des activités. Et bien entendu, à ce stade-là, on crée de la richesse. Enfin, le nécrophage, qu'est le homard, va venir apporter un autre compartiment d'amélioration des activités d'aquaculture. En tout cas, on est en train de l'évaluer. Pour ce qui est du Danti, vous l'avez vu, les résultats des juvéniles, en soi, c'est une production qui a du sens. Les aquaculteurs nous attendent avec beaucoup d'impatience et on a commencé à transférer des juvéniles de Danti. Et enfin, on envisage avec les pêcheurs, puisque la question est, c'est seulement s'ils le souhaitent et si l'état de nos connaissances le permet, travailler à du restocking pour faire en sorte que les pêcheurs continuent à prélever des stocks intéressants, y compris la pêche récréative, qui elle aussi a une valeur économique que je ne peux pas ignorer dans ma présentation. Enfin, dernière espèce, et elle a une capacité, vous le voyez au niveau du schéma très vite, une capacité assez impressionnante. Alors bien entendu, on développe des connaissances, on maîtrise la reproduction, ça vous l'avez vu. Vous avez vu aussi les juvéniles, très bien. On va vers de la production de richesse ou directement en ostréiculture. Ça, c'est un schéma assez classique. Sauf que cette huître, elle présente des particularités. C'est notre huître, c'est l'huître européenne. Ce n'est pas l'huître creuse, qui est asiatique. Elle pousse de façon différente, et rien que ça nous a permis de développer des connaissances avec les ostréiculteurs un peu différents. On la sème, on ne peut pas la travailler, on ne peut pas la coller comme l'huître creuse pour diverses raisons, etc. Et on a peut-être en Corse une diversité génétique et un gisement très singulier à l'échelle de cette espèce. Cette aquaculture, bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, juste par prélèvement, les ostréiculteurs de Corse ont gagné 5 fois la médaille d'or au Salon de l'agriculture à Paris. Elle a une valeur gustative qui est très élevée, donc une valeur de bioéconomie très élevée. Elle n'est pas sensible à l'herpès virus qui décime les stocks d'huîtres creuses. On a 3 autres champs dans lesquels on décide d'utiliser cette huître. En tant que filtreur, ici, dans un 3e compartiment, en tant que piège à CO2, parce qu'on va développer des récifs artificiels avec la compagnie aérienne de Corse. On est en train d'élaborer un projet pour faire à la fois un récif vivant à partir des huîtres plates en mer, qui soit à la fois un piège à CO2, puisque lorsqu'elle pousse, elle a besoin de carbone pour constituer sa coquille, bien entendu, mais en plus, elle piège du sédiment de façon très durable, un peu comme la mate de Posidonie. Et à côté de ça, elle nous offre ici un lieu de nurserie. Elle offre aussi, bien entendu, de la nourriture pour les dorades, pour les poissons qui consomment directement de l'huître. Et demain, on a une autre utilisation. On va utiliser cette huître pour essayer d'améliorer la qualité du vieux port à Bastia, où on fait en partenariat avec la mairie, qui, elle, de son côté, crée des aménagements pour réduire les pollutions. Nous, on va essayer de voir, dans un premier temps, s'il est possible de mener une expérimentation de grande ampleur. Et si c'est possible, et si l'été se passe bien, et si demain, les cages que nous mettrons ensemble fonctionnent bien, eh bien, avec à peu près moins de 200 000 huîtres, on va pouvoir, en moins d'une semaine, filtrer l'intégralité du vieux port de Bastia. Donc, à chaque étage, bien entendu, on réduit les pollutions, mais aussi on produit de la richesse à tous les niveaux. Très rapidement, et en guise de conclusion, cette démonstration, elle présente bien entendu des résultats encourageants. Bien entendu, ils peuvent être généralisés dans différents milieux. En partenariat, on a la chance d'être une institution publique. Les champs sont véritablement ouverts. Je veux attirer l'attention, puisque le président de l'Assemblée de Corse est présent parmi nous et l'exécutif va nous rejoindre. La Corse, avec 1000 km de côte et un milieu encore sain, a un potentiel qui est fabuleux, et en particulier dans les espaces insulaires en général, pas qu'en Corse. Je me souviens de délégations corses qui se sont déplacées aux îles Alandes et qui avaient vu des choses
très intéressantes à partager. Je pense qu'il est temps d'écrire de nouvelles pages de collaboration avec ces îles. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les espaces insulaires sont des lieux où on pourrait déployer très rapidement, à plus grande échelle, ce que l'on est en train de faire, bien entendu avec les espèces qui correspondent à chacune des îles. Il ne s'agit pas de transférer des espèces qui seraient en Méditerranée, dans d'autres zones, ça n'a pas de sens. En tout état de cause, on est dans un champ où on peut aller vite à de l'expérimentation et si les résultats sont probants, à des résultats qui pourraient être, bien entendu, facteurs de production de richesses importantes. Ici, vous voyez l'émetteur dont je vous ai parlé et les hydrophones qui permettent de faire du suivi acoustique. Lorsqu'on fait le bilan à l'échelle de l'Union européenne, moi, si on me demande de donner mon point de vue, et c'est un peu le rôle dans lequel je suis aujourd'hui, pas tellement en tant que directeur de la plateforme, parce que je considère que parce que l'Union européenne a une part importante de biodiversité mondiale en son sein, et notamment des hotspots qui sont irremplaçables, elle a une responsabilité devant la nature. L'Union européenne, c'est une des plus grandes puissances économiques mondiales. Son développement est aussi à l'origine, et on l'a vu dans mes premiers slides, à l'origine d'une part du déclin de la planète. Elle a donc une responsabilité devant l'humanité. Parce que c'est une force politique majeure et parce qu'elle a le pouvoir de dicter la norme, même si ce terme peut choquer, c'est la réalité. Dicter la norme, ça veut dire aussi donner une orientation en droit et avec des cadres et des lois. Aujourd'hui, l'Union européenne a une responsabilité devant les peuples et devant les nations. L'objectif de cette responsabilité doit être destiné à ouvrir une nouvelle voie. De mon point de vue, il est impératif d'engager un changement qui soit transformateur, radical et moderne, qui se nourrisse aussi de sociétés plus anciennes dont nous sommes, dont est constituée l'Union européenne. La bioéconomie durable, de mon point de vue, c'est une formidable solution à l'échelle de la planète. On a là un vecteur qui est colossal en termes de qualité de protéines, de capacité de renouvellement, etc., à la seule condition qu'elle se fasse dans un cadre qui permette à la fois d'enrayer le processus de destruction, mais aussi dans un cadre où on va générer de la richesse de façon durable. L'ingénierie écologique et la démonstration que je vous ai faite aujourd'hui dans le milieu marin, elle pourrait être faite de la même façon dans le domaine terrestre. C'est incontestablement, de mon point de vue, un vecteur qui est constitutif de la solution à déployer. Si on fait le bilan, l'Union européenne, elle a des moyens écologiques. On a vu le patrimoine dont elle dispose qui est colossal. Elle a des moyens économiques, bien entendu, des moyens financiers qui lui permettent d'avoir des ambitions dans le domaine. Elle a une compétence culturelle qui est très forte. Elle est souvent passée sous silence. Je veux dire à quel point l'épaisseur culturelle de l'Union européenne aujourd'hui doit prendre toute sa place dans notre réflexion. Et enfin, elle en a les moyens intellectuels. Les universités, les grands organismes, les chercheurs de façon générale dont dispose l'Union européenne et sans doute fait de l'Union européenne un acteur de premier niveau, si ce n'est le premier niveau. Eh bien, tout ça se résume en une phrase, en tout cas en une question. En a-t-elle la volonté politique? Je vous remercie de votre attention.